Bien, nous sommes de retour et on va avec cette actualité, Mohamed Mara. Ce qui se passe en Tunisie ressemble d'assez près, même si on n'y est pas encore, à ce qu'on a l'habitude de vivre en Afrique du Sud. Des discours, mais des discours, on passe aux actes. La xénophobie se vit à plein tube aujourd'hui. Des Guinéens en particulier, je parle des subsahariens, mais des Guinéens aussi sont parfois pris à partie et avec des images qui donnent qui donnent des sueurs froides. Mara. Malheureusement, et moi je suis quand même étonné parce que vous savez, la Tunisie est un pays qui a une tradition très ancienne d'immigration. Le pays il est connu pour cela. D'ailleurs, n'oubliez pas que le premier nom de ce pays justement c'était Afriquia. Ça veut dire justement Afrique, c'est même ça leur nom d'origine. Mais quand vous remontez à plus loin, comment le pays a été formé, c'est un pays ici quand même d'importants brassages à la fois, en fait je dirais ratio culturel, j'ai envie de dire. Et plusieurs communautés venues de tous les horizons, noires, européennes, arabes, orientales, se brassent là et sont devenus quand même le peuple qu'on connaît. C'est aussi un pays qui depuis l'indépendance est très ouvert parce que c'est un pays qui a énormément investi dans l'éducation, dans la santé. Je crois savoir, sauf erreur de ma part, que c'est l'un des tout premiers pays au monde en matière de tourisme de santé. Vous arrivez par exemple à Tunis, la ville est remplie de comment on appelle cela, de cliniques, mais partout. Mais partout, vous ne dépassez pas un quartier sans voir 2-3 cliniques, mais de haut standing. Vous voyez là des praticiens qui quittent la France. En fait, ils peuvent faire 2-3 allers-retours par semaine. Ils quittent la France, ils viennent opérer en Tunisie, ils retournent à leur cabinet de la France. Des gens qui viennent d'un peu partout. Par exemple, quand vous avez des problèmes dentaires, ça coûte excessivement cher en France. Prenez votre billet d'avion qui ne vous dans certaines périodes de l'année qui ne vous coûte même pas une centaine d'euros. Vous venez, vous faites opérer là, vous faites traiter vos dents là, vous retournez. Le pays connaît cela. Et en matière de technique de santé, ils sont vraiment à la pointe. C'est un peu comme l'Inde, c'est vraiment 2 pays références. Donc, vous avez là toute l'Afrique pratiquement qui se draine en Tunisie. D'abord des étudiants de très fortes communautés subsahariennes qui sont là. Rares sont les pays qui subsahariens qui n'ont pas d'ambassade là, parce que les étudiants sont là, étudient en Tunisie, une éducation, en fait une formation de très belle facture et quand même à des coûts beaucoup plus accessibles que si vous traversiez la Méditerranée pour aller en France, en Belgique ou ailleurs. Donc, ils sont habitués quand même à voir les subsahariens. Eux-mêmes, au sein de leur population, il y a une minorité subsaharienne. Alors, on ne comprend pas aujourd'hui cette poussée subite de violence. Tout c'est réparti d'une affaire au sein de la communauté ivoirienne où quelqu'un a été assassiné et puis des bagarres entre, je ne dirais pas clans, mais entre groupes rivaux autour de cette suspicion d'assassinat. Malheureusement, c'est allé trop loin. Des voix montent au créneau pour dire que non, les étrangers ont rempli le pays. Vous savez aussi que c'est un pays de transit, notamment parce qu'il y a des passeurs quand même le long des côtes tunisiennes qui aident à traverser pour aller en Europe, notamment. Et pratiquement, moi je me rappelle lors de ma dernière visite, j'étais à peine arrivé, j'apprends qu'il y a eu naufrage. Et d'ailleurs, malheureusement, il y avait, je crois, 2 Guinéens dans cette barque-là qui s'était renversée. Donc, ils sont quand même habitués aux Noirs. C'est le cas du Maroc, vous savez également, c'est la même tradition d'ouverture et tout ça. Aujourd'hui, qu'une affaire comme ça partie de sein de 2 groupes rivaux, aujourd'hui qu'on en vienne à des discours et le chef de l'État lui-même, qui est quand même, qui a la réputation d'être un homme intègre et tout ça, fort de caractère et tout, il a quand même eu quelques dérapages parce que si le discours n'est pas maîtrisé, vos mots peuvent aller plus loin que vos pensées, ça peut être mal interprété. La Tunisie est membre à part entière de l'Union africaine et fait partie de tout ce que l'Afrique fait en général et a une position stratégique. Et pendant ce temps, quand même, je me demande ce qui se passe à la régie parce que il y a Mohamed Mara évoquait justement l'allocution du président tunisien
dont nous avons un extrait, une image qui pourrait passer à l'instant même. Absolument. Et à ce stade, aujourd'hui, les violences sont parties contre tout simplement les subsahariens. Et maintenant, on ne pense plus à votre nationalité. Il suffit d'être noir. Malheureusement, j'ose quand même croire, parce que l'État tunisien, lui, ne va jamais adouber de tels comportements, de telles dérives. J'ose croire. Non, je dis l'État. Non, mais l'État, le chef de l'État, Ouais, ce qu'il dit est... C'est ce qui est grave. C'est grave. J'estime que, vous savez, souvent, il parle arabe. Je veux être quand même un peu prudent. Il parle arabe souvent dans les discours officiels. Et après, c'est interprété. Et parfois, même le choix des mots, vous vous rappelez récemment, dans un discours du pape, vous vous rappelez, j'ai eu cette discussion avec vous. Je me méfie quand, dès le moment où c'est interprété, je fais beaucoup plus attention, parce que certains mots peuvent prêter à confusion. Cela n'excuse pas du tout ce qui est en train de se passer dans les rues, parce que moi, je n'ose pas croire que l'État tunisien peut devenir un État raciste, ça c'est ou xénophobe, c'est pas possible. C'est pas dans leur tradition en fait. C'est un peuple. Non, je te dis la vérité parce que c'est l'un des plus métissés justement de l'Afrique du Nord. Mara. On a affaire à un homme qui est très vieux, ne l'oubliez pas. J'ai envie de dire que qui peut avoir ses propres dérapages. La xénophobie. Mais je ne pense pas. La xénophobie n'est pas génétique. Non. La xénophobie n'est pas génétique. Je dis. Donc, on peut la développer à n'importe quel moment. Je dis que des hommes, même politiques, peuvent avoir ce type de dérapage, mais que je ne crois pas que le pays de quelqu'un comme Habib Bourguiba, mais surtout au-delà, le pays qu'on connaît depuis sa formation, puisse être un pays avec une politique xénophobe. Je ne crois pas. Pourquoi? Toutes les institutions d'enseignement. Je pense qu'il faut, il faut déjà le détacher de Habib Bourguiba. Tous les instituts d'enseignement supérieur de la Tunisie sont remplis de noirs. Tous les hôpitaux, tous les hôpitaux sont remplis de noirs. Et le pays offre même des bourses. C'est eux-mêmes, le pays même offre des bourses. C'est pas le seul pays. Oui, c'est important quand même de le dire. C'est quand même leur argent quand ils le font. Je ne crois pas, très honnêtement, que ce même pays, ce même État puisse avoir un discours xénophobe. Mais je pense que des hommes politiques, par contre, en perte de vitesse, et ce type de discours. Ils l'ont tué, des opposants d'abord. Là-dessus, allons-y. Voilà. Là-dessus, allons-y. Il y a une question, et je veux qu'on pose le débat. Oui. Je veux qu'on pose le débat, le temps que la régie d'un pas de caméléon se ramène avec les images mises à sa disposition. Mais on revient au vrai débat. Le vrai débat, c'est la question de la gestion de la crise migratoire. C'est ça la trame de fond aujourd'hui. Je vous ai dit quelque chose. Quelle réponse finalement à ça? En fait, c'est même pas, vous savez, la migration, il y a plusieurs types en Tunisie, de ce que je peux observer. Je vous ai dit que n'oubliez pas que le pays est un point de passage pour l'Europe. Et c'est vrai que dans le système de riposte, parce que j'appellerais ça carrément, c'est même pas une gestion de riposte justement à l'immigration clandestine, le pays a une politique quand même de plus en plus dure. Moi, je me rappelle, l'année dernière, j'avais quelqu'un de très proche qui était hospitalisé et après, qui était en appartement meublé et des jeunes subsahariens qui la connaissaient venaient saluer. Mais laissez-moi vous dire que la concierge a fait un signalement à la police. Moi, on m'a appelé ici à Conakry pour pouvoir apporter des réponses. Il a fallu que je lui dise, écoute, gère bien les flux de visiteurs. C'est vrai que tu as besoin de ces visiteurs, mais gère bien ces flux et n'en veut pas à la concierge. Parce que si elle ne signale pas, la police qui pourrait le voir, pourrait s'y intéresser elle-même, risque gros dans l'affaire. Pourquoi? Parce que dès le moment où il y a des attroupements de noirs, de manière un peu trop récurrente, tout de suite ils sont en alerte pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un réseau de passeurs. Ça, parce que c'est une réalité chez eux. Et il y a régulièrement des naufrages. C'est comme là-bas, c'est comme au Maroc. Justement. Et cette affluence sur la crise migratoire mais n'oublie pas, a amené le Maroc à prendre une décision qui n'a pas plu. Absolument. Je suis d'accord. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais je dis que ce qui se passe aujourd'hui, c'est au-delà de la xénophobie.
il y a une pointe de racisme que l'on voit. C'est ça qui m'inquiète le plus. Or, je dis que l'État tunisien, à mon avis, ne peut pas se permettre d'être raciste. Je ne croirais jamais cela, parce qu'il suffit de voir même la coloration, justement. Alors, j'attendais que notre régie se bouge, ça ne vient pas, donc je vais en faire lecture tout simplement. Ces propos attribués au président tunisien, et voici ce qu'il en est dit. L'immigration clandestine relève, tenez-vous bien, d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie. Mais à quelle fin? Afin qu'elle soit considérée, on parle bien de cette démographie, comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. C'est le président tunisien qui, semble-t-il, tient ses propos, et c'est le 21 février et en Conseil de sécurité nationale. Ça m'étonnerait qu'il ces propos viennent donner un écho à ceux préalablement tenus par des acteurs politiques sur ce sujet. Oui, ça, il faut être clair là-dessus. Vous savez, généralement, quand il y a, partout où il y a ce débat sur l'immigration, généralement, il parle de quelque chose. Il parle soit des questions d'emploi, ou des questions sécuritaires. Et pour le cas de la Tunisie, ce qui est mis en avant, ce sont des questions sécuritaires. On pense que les subsahariens sont responsables aujourd'hui de l'insécurité de plus en plus grandissante dans le pays. Donc c'est ce qui est invoqué. Vous avez parlé des politiques, mais des éditorialistes aussi qui viennent et qui ne se gênent pas. Disons des journalistes carrément. Des journalistes donc qui disent clairement dans les médias de grande écoute et qui ne sont pas poursuivis pour cela que les subsahariens ont justement cette politique en vue, c'est-à-dire transformer la démographie de la Tunisie pour que ça ne soit plus perçu comme un pays arabe. Ce sont quand même des choses à ma foi très graves. Et parce qu'on donne quand même des chiffres. On serait passé de 100 000 à plus d'un million aujourd'hui de migrants qui arrivent tout le temps de l'Afrique subsaharienne et qui viennent compliquer des choses dans la situation actuelle du pays. Caïd, il peut pas y avoir d'excuses pour lui. Pas possible. C'est pas une question d'âge forcément. Eh ben c'est maintenant, on peut bien voir l'image du président tunisien à présent même à la télé, mais on a aussi d'autres images assez glaçantes, des images de Yahya, ce Guinéen qui, on va avoir le témoignage tout à l'heure d'un de nos compatriotes qui va nous expliquer comment ce Guinéen a été poursuivi et entaillé justement par une horde de Tunisiens en colère. Jacques. Oui, des propos comme ça, certains vont sûrement nous taxer des racistes, certes, et loin de nous toute idée ségrégationniste, parce que la Tunisie a été de tout temps une terre d'accueil et de coexistence pacifique, mais le flux de subsahariens depuis la révolution, donc vous comprendrez pourquoi, est vraiment inquiétant, surtout que c'est la dernière révolution en Tunisie. La révolution de 2011. Donc c'est un plan ourdi par des forces occultes qui ont des desseins aussi vicieux que destructeurs. La Tunisie ne comptait pas plus de 120 000 résidents étrangers en janvier 2011. Et tout d'un coup, et depuis cette date, on a observé un afflux inquiétant de nos frères africains, dont certains sans raison valable de quitter leur pays. Un peu plus de 10 ans après, le nombre a gonflé d'une manière inquiétante et on parle aujourd'hui de plus d'1,2 million de subsahariens. Et certains avancent même sur les réseaux sociaux que les pays européens font pression sur la Tunisie pour accueillir près d'1 million de subsahariens menacés d'expulsion d'Algérie. Donc, la première excuse, parce que lorsqu'il y a eu cette révolution, d'ailleurs on a connu ce qui s'est passé en Égypte après, ils ont eu besoin d'un coup d'état après pour régler des choses. En Libye, on sait ce qui s'est passé. En Tunisie également, il y a... Libye, parce qu'il y avait plein de Noirs qui étaient en Libye. Moi, j'ai un ami... Quand on a ouvert des prisons, on a vu... Oui, même en dehors de ça, même des résidents. Moi, j'ai par exemple un ami qui était là il y a quelques mois encore. Lui, il est né en Libye et tout. Mais justement, avec la guerre en Libye, ce sont des populations qui sont venues s'installer. Parce que lui, il te parle l'arabe, toutes les dialectes de l'arabe. Ils sont venus s'installer en Tunisie. Donc, ce sont des gens quand même qui sont là-bas avant. Donc il y a tous ces flux-là. Donc, il y a eu de l'espoir.
quand même après le printemps arabe. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a eu de la désillusion, comme c'est le cas souvent en Afrique, même si ils ne se prennent pas beaucoup pour africains à tout point de vue. Mais il y a souvent ces problèmes-là. Le président, il y a eu d'abord des histoires avec le Parlement. Et maintenant, l'excuse qu'on sort derrière les questions de développement et les questions de sécurité, c'est de dire c'est les autres. Vous savez, il y a ce type de discours vers l'extrême, du côté de l'extrême droite en France. Mais le problème, ça reste une excuse. Le problème, c'est les autres. Une excuse politique. Une excuse politique. Parce qu'on n'a pas su apporter les réponses que le peuple attend. Parce qu'on n'a pas su apporter des réponses. Parce qu'il y a eu de l'espoir quand même. Il y a eu des transitions démocratiques entre-temps. Maintenant, celui qui est là, maintenant, il s'est dit que si j'ai des problèmes, si j'ai des soucis à répondre à la demande sociale, c'est parce que nous sommes envahis par les subsahariens qui viennent passer par là ou qui résident ici sans raison valable. Il va jusqu'à dire qu'on va durcir, n'est-ce pas, les mesures en raison sur la loi sur l'immigration. Donc on parle de l'immigration quand même des subsahariens. On insiste beaucoup là-dessus. Mais en même temps, moi, ça m'interpelle et ça devrait interpeller nos dirigeants. C'est le sens de la question que j'allais poser, ça devrait interpeller. C'est vrai que nous sommes dans un village, comme on dit, gros village planétaire. Oui. Le monde s'est mondialisé, toléré la tautologie. Mais quelle réponse, finalement, on apporte au niveau des départs à la question de la migration? C'est ça la question, parce que le débat, il est toujours tenu ici. À chaque fois que vous entendez les dirigeants subsahariens en parler, à chaque fois, ils disent nous attendons des réponses de l'Europe ou nous attendons des soutiens de l'Europe. Je pense qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités aujourd'hui. Parce que même en Guinée, ici, vous voyez combien de nos compatriotes partent aujourd'hui en Tunisie juste pour se faire soigner. C'est parce que tout simplement, on n'arrive pas à mettre en place ici des établissements sanitaires de qualité qui peuvent prendre en charge certaines pathologies. Ça doit interpeller nos dirigeants. C'est vrai. Ça doit interpeller nos dirigeants. C'est vrai, on va dénoncer la xénophobie de la part des Tunisiens et de l'État tunisien, puisque le discours a été tenu par le président Caïd. Mais en même temps, c'est vraiment une interpellation de la part, en tout cas en direction de nos dirigeants subsahariens. Et pour apporter plus, pour être plus précis sur le sujet, un compatriote en Tunisie, dont on va garder le nom secret, est en ligne. Bonjour, chers compatriotes. Les grands. Bienvenue donc aux grandes gueules de ce matin. On va avec vous, Jacques, pour la première question. Alors, dites-nous d'abord, monsieur, ce dont vous avez été personnellement victime en tant que subsaharien donc dans ce pays en termes de témoignages, mais ce que vous observez aussi autour de vous, ces discours et puis les actions. Tout d'abord, je vais commencer par dire bonjour à la Radio Espace et bonjour à la Guinée. Je suis là en tant qu'étudiant, ça fait cela il y a 3 ans et demi maintenant. Le vendredi passé, je sortais de chez moi. Comme tous les vendredis, je ne pars pas au travail, je ne fais absolument rien, je ne pars même pas à l'école de foi, je suis mes cours en ligne. Si j'ai des cours en ligne, je finis de faire mon ablution pour partir à la mosquée. Et là, d'un seul coup, dès que je sors de la cour, je me croise avec 2 pick-up qui n'étaient pas du tout des pick-up de la police. Allô? D'accord, allez-y, on vous suit. Ils m'interpellent, ils m'arrêtent, ils me demandent mes papiers. Et heureusement qu'ils avaient tous mes papiers sur moi. Je montre les papiers. Oui. Et il y avait 2 policiers qui étaient habillés en civil, qui ont pris mes papiers. L'autre a pris mon passeport et ma carte consulaire. Et l'autre avait pris ma carte de séjour. Mais c'était une carte de séjour de l'année passée parce que pour cette année-là, je n'ai pas réussi d'abord la définitive. D'accord. Et après, j'essaie de lui expliquer. Je lui ai dit que l'année-là, je n'ai pas réussi la carte définitive, mais voilà, je suis en règle. Parce qu'actuellement, on ne livre pas très tôt aussi les cartes définitives. Des fois, tu peux faire ta demande pendant le début de l'année scolaire et que tu ne reçois que la carte définitive, disons, à 2 semaines ou bien voire même à 1 semaine de la fin de l'expiration de la carte. Et que ça ne vaut absolument rien aussi, la carte.
D'accord. Voilà. Et ça, c'est mon cas personnellement. Ça, c'était le vendredi. Mais moi-même, je me disais que comme il y a beaucoup de nos frères subsahariens qui sont là, qui vivent illégalement dans ce pays, qui font de n'importe comment, parce qu'il faut se dire la vérité aussi, il y a trop de délinquants quand même, venant de tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne, qui viennent faire foutre de bordel ici. On est vraiment, on est d'accord avec eux pour qu'ils fassent des contrôles et qu'ils identifient vraiment ceux qui sont là pour des études ou bien pour des soins, et qu'ils identifient aussi pour ceux qui sont là pour d'autres fins. En clair, aujourd'hui, ils ne font pas la part des choses. Il suffit que vous soyez noir, on vous traque. C'est là où je vais venir. Ils ne font pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, ils ne font plus la part des choses. Ils ne font plus la part des choses. Ils essayent de ramasser les gens de n'importe comment, même ceux qui sont là pour des soins. Je vous dis, même ceux qui sont là pour des soins ne sont pas épargnés. Maintenant, imaginez-vous un malade qui quitte la Guinée, qui a l'espoir de venir chercher le traitement qu'il faut, avec toute la souffrance qu'il a eu à endurer, parce que la plupart des patients qui viennent, c'est des gens qui ont vraiment souffert chez nous, qui ont cherché des médicaments, des traitements partout, et qui n'arrivent pas vraiment à voir le bout du tunnel, qui se décident d'un beau matin de venir ici. Et la plupart aussi, je trouve que c'est des gens, c'est toute une famille qui contribue pour une personne, pour que la personne vienne se soigner. Et que cette même personne se retrouve, disons, dans une prison pour des faits qu'il ne connaît pas. C'est vraiment absurde. C'est absurde. Là, vous avez vu les informations sur le net ou bien tout et tout. Là où même le président même s'est prononcé pour dire des choses qui n'en valaient pas du tout. Voilà, c'est la question que nous allions vous poser. Tout ça est parti de quoi? On a entendu le discours du président. On sait qu'il y a des journalistes également qui font des commentaires qui nourrissent cette xénophobie. Mais il y a d'autres acteurs également de la société tunisienne. C'est parti de quoi? Qu'est-ce qui nourrit chez les Tunisiens ce rejet des autres? Il y a un parti nationaliste qui est là, qui tient des discours, ça fait cela il y a, disons, 2-3 mois de cela, qui continue à passer ces arts de messages dans les radios au vu et au su de toutes les autorités compétentes, sans aucune réaction des autorités, qui tenaient ces arts de propos xénophobes. Ils n'ont jamais été condamnés pour ça, ils n'ont jamais été, disons, interdits pour ça. Les autorités n'ont rien fait. D'accord. Et le parti continue à faire ces arts de propositions xénophobes à l'encontre Et puis là aussi, il y a une chose que vous devrez comprendre. C'est pas tous les étrangers, hein. C'est pas tous les étrangers. Parce que quand ils parlent des étrangers, il y a beaucoup plus d'étrangers, disons, des autres pays, des pays voisins que des étrangers subsahariens dans ce pays. Justement, c'est à ce niveau, j'ai voulu poser la question parce que vous avez parlé de nos compatriotes, en tout cas de subsahariennes. Il y a quand même beaucoup plus de communautés marocaines, algériennes et autres en Tunisie que les subsahariens. Est-ce que quand vous parlez du n'importe quoi, comme vous l'avez utilisé comme terme, des subsahariens, est-ce seulement les subsahariens qui sont dans cette situation de banditisme et autres, pas les autres communautés? Non. Ça, si je vous dis, c'est juste un prétexte. Mais il fallait juste quelque chose, il fallait juste une petite action qui allait tout engendrer quand même. Sinon, les étudiants qui viennent ici, ils sont beaucoup plus agressés par des propres Tunisiens que d'autres communautés. D'accord. Alors, il est prévu, de ce qu'on apprend, il est prévu une marche le 26 de ce mois. C'est une marche pour demander au gouvernement de sortir tous les subsahariens de la Tunisie. Qu'est-ce que vous craignez à cette manifestation? Nous craignons beaucoup de choses, monsieur. Nous craignons beaucoup de choses. Moi, là où je suis actuellement, j'ai vraiment peur, non seulement pour moi, mais j'ai beaucoup plus peur pour des personnes qui sont venues pour se soigner. J'ai beaucoup plus peur pour ces gens-là. Parce que moi, au moins, j'ai des petits papiers qui prouvent que je suis là légalement. Mais les gens qui viennent pour se soigner, quelqu'un qui est là pour une semaine ou bien pour 2 semaines, au max pour 3 mois, cette personne n'a pas le temps de dire qu'il va prendre des papiers administratifs. D'accord. Alors, mon cher, on sait qu'il n'y a pas de représentation diplomatique guinéenne. Ah, il y a une représentation. C'est quoi le message aujourd'hui aux autorités guinéennes, celles d'ici, mais aussi celles consulaires et diplomatiques?
nous demandons aux autorités de la Guinée d'essayer de rentrer en contact direct avec les autorités tunisiennes pour faire comprendre aux autorités tunisiennes que c'est pas tout Guinéens ou bien c'est pas tous les subsahariens qui sont dans ce pays qui sont là pour autre chose, mais la plupart des étrangers qui viennent, j'ai dit les 60 à 70% qui viennent ici, viennent soit pour des études ou bien pour des soins. D'accord. Ils ne viennent pas pour autre chose. D'accord. En tout cas, beaucoup de courage. Nous continuerons de suivre cette actualité avec et pour vous, justement. Nous ferons notre travail d'accompagnement habituel. Merci et beaucoup de courage. Restez surtout très prudents. On va marquer cette pause-là et on va se retrouver derrière pour le dernier virage de cette émission. Le directeur général de l'Office national des loisirs est déjà dans nos locaux. Nous l'aurons tout à l'heure. Mohamed Mara, je pense qu'une reprécision semble s'imposer. C'est justement avec Lucien Blémou et il y avait déjà une autre réaction dans ce sens. Très honnêtement, voilà. je comprends ce que dit Lucien Blémou cette année, mais il doit comprendre qu'il y a des règles dans notre profession, surtout quand il s'agit de parler de politique internationale ou de politique étrangère. Attention, nous ne pouvons pas parler sans filtre des relations entre les pays. Là, nous sommes en train de parler d'un cas qui est extrêmement grave. On parle racisme, on parle xénophobie. Le journaliste est obligé de nuancer certaines choses. Je le comprends, il y a des choses que lui peut se permettre sur Twitter que nous ne pouvons pas dire ici. C'est pas la même audience. Si nous disons certaines choses de la manière que lui le voudrait, il va y avoir des relents au sein des populations dont les conséquences pourraient ne pas être rattrapées. Donc, c'est pour cela, et ce que j'ai dit est clair. Nous condamnons les propos du président tunisien, nous fustigeons ce qu'il dit tel quel. Je n'ai même pas parlé du président, mais j'ai parlé de la politique de l'État tunisien. Le président, il n'est là que depuis combien d'années seulement? 2019, il ne faut pas l'oublier. Et il va s'en aller. J'ai rappelé l'histoire du pays, et même sous Bourguiba, et ainsi de suite, mais je dis que l'État tunisien, lui, jusqu'à preuve de contraire, n'est pas un État raciste. Ça, c'est différent de ce qui se passe à l'intérieur du pays. En réalité, dans tous les pays du monde, il y a une petite dose de racisme, il y a une petite dose, comme on appelle ça, de xénophobisme, surtout lorsque un pays qui a été prospère pendant très longtemps s'est cassé la gueule depuis 2011. Parce qu'économiquement, aujourd'hui, quand vous marchez même dans les rues de Tunis, ce n'est plus pareil. Et forcément, vous avez quand même des gens. Lui, c'est un indépendant qui est arrivé. À l'époque, n'oubliez pas que Enarda avait pris le contrôle du Parlement. Lui, il est arrivé en tant qu'indépendant, mais c'est quelqu'un, quoi que ce soit un juriste de très haut niveau, président de l'association tunisienne, comment on appelle ça, du droit constitutionnel. Quoi que cela, il a la réputation d'être un homme propre. Il bénéficie quand même de cela, ça on le pense. Mais n'oubliez pas que même en 2021, j'y étais, lorsque les premières voix se sont élevées, lorsque les premières manifestations ont commencé contre ces politiques. Aujourd'hui, la constitution a changé. Elle est un peu plus islamiste. C'est une réalité. Et il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que les populations subsahariennes sont en train d'y vivre. Et moi, je veux juste interpeller. Il y a quand même la difficulté de démêler ce que le président appelle complot. Parce que là, ce sont des populations subsahariennes qui paient le prix. Alors qu'en parlant de complot contre un État, il y aurait d'autres systèmes qui se cacheraient derrière. Exactement. Mais ce qu'il ne dit pas et qui n'est pas très honnête, c'est que le gros contingent des migrants dans son pays, en Tunisie, est constitué d'abord de Maghrébins. Maroc, surtout Algérie et tout ça. Mais ça, il ne le dit pas. Mais ils sont arabes. Mais il ne peut pas le dire. Non. Le fait même au-delà de l'arabisme, il y a des réalités entre ces trois pays que tout le monde connaît. Il ne peut pas trop s'aventurer là-dessus. Mais c'est là où j'en veux un peu à nos dirigeants. Il y a quelques jours à peine, 3-4 jours, l'Union africaine a quand même été réunie à Addis Abeba. Cela aurait été l'occasion d'interpeller justement le président tunisien sur ces questions-là, ou sa délégation sur ces questions. Il appartient à nos pays à un moment donné de dire nous posons des questions. Par exemple, des grands ensembles comme la CEDEAO, comme la CEMAC et ainsi de suite peuvent monter au créneau pour demander des explications. Mais je dis encore une fois, c'est pas pour rien qu'il y a des images que nous ne pouvons pas passer. Ça, ce sont des règles déontologiques. Si elles sont violentes, ça va sur les réseaux sociaux. Mais un média classique ne peut pas, parce que les conséquences sont beaucoup... Tout ce que nous dirons
Ça revêt un caractère. Et si finalement tout le problème relevait du fait que les Maghrébins n'aiment pas assez l'idée d'appartenir au continent africain? Je vais te choquer. J'ai l'impression que c'est cela. Je vais te choquer. Quelque chose s'est passé avec moi il y a quelques mois. J'étais à l'Institut Rétine et Vision à Tunis et un très grand spécialiste qui a une réputation mondiale en la matière, professeur Rikik, il m'a fait accompagner par son assistant pour aller passer des examens en bas. Dans l'ascenseur, dès que nous présentons, 2 gars sortaient. Alors, c'est moi qui étais devant. L'autre était nettement derrière. Donc, moi, j'attendais l'ascenseur. Ils sortent. Ils me voient. Et ils ont un tic quand même, un sursaut. Ils reculent. Avant, moi, j'ai compris. Je suis un homme habitué au voyage. J'ai subi ça même en Europe. Donc, c'est pas un problème pour moi. Je me suis éclipsé. Je les ai laissés sortir. Alors, il dit bonjour. Il y en a un qui a dit bonjour. Le monsieur qui est derrière moi, le médecin, a répondu. Et puis le second, parce qu'il était gêné. Il a vu le médecin, il a compris que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Il dit, ça va, on aime bien les Africains dans notre pays. Eh ben voilà. Cette expression on aime déjà, bien les Africains cette expression déjà posait un problème. Mais le médecin qui m'accompagnait a violemment réagi. Il dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Entre-temps, moi j'ai dit notre docteur laisse tomber, j'ai appuyé le bouton, nous sommes descendus. Il me dit dans l'ascenseur, il dit mais c'est pas possible. La Tunisie donc n'est pas en Afrique. Mais est-ce qu'il connaît le nom d'origine de la Tunisie? On est parti, je dis c'est pas Afrique, il a éclaté de rire. Il dit donc vous le savez. Il dit mais c'est quoi? Donc on a eu cette discussion, le médecin et moi. Ça, ce sont des choses qu'on perçoit au quotidien quand on est au Maghreb, quand on est dans le monde arabe, quand on est en Occident, c'est partout. Ça, c'est partout. Mais encore une fois, je veux dissocier cela de la politique officielle de l'État. Maintenant, là où le cas tunisien est beaucoup plus grave, c'est quand même le chef de l'État qui tient un discours inacceptable. Mais encore une fois, je le dis, ça aussi, prudence journalistique. Dès le moment où les propos sont traduits, le journaliste se doit d'être prudent. On l'a connu même avec des grands médias comme France 24 et autres. Dans certains pays, lorsque c'est un précaré français, vous le savez, nous on sait, même en Guinée, quand il y a des situations, vous entendez certaines interprétations, vous sursautez si vous comprenez la langue. Je dis, il faut encore être mesuré. Non, cela n'enlève en rien le caractère grave de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Mais je ne peux pas le dire comme lui, il voudrait que je le dise sur Twitter, parce que c'est pas possible. Parfait. Et vivement une réaction de l'Union africaine, mais aussi des États particuliers, dont les compatriotes, dont les ressortissants, sont la cible de ces violences. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à la Guinée où nous avons déjà quelques victimes. Heureusement, pas encore de cas de mort, mais des gens qui sont poursuivis, battus, blessés, des images qui en attestent. On parle quand même de plus de 300 personnes interpellées, des subsahariens seulement, et essentiellement des subsahariens. Or, on ne peut pas porter tout seul la responsabilité de la délinquance en Tunisie. Voilà, donc, je dis, on n'a qu'à faire attention. Parce qu'à côté d'eux, on est des apprentis. Là. Voilà, je pense une fois encore que les États africains, donc les dirigeants africains doivent se montrer assez responsables. D'abord, de par le discours, pour dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais ensuite, c'est dire que si cela arrive, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse à la demande sociale dans les pays au sud du Sahara, notamment les hôpitaux, nos frères qui partent pour des études, donc c'est à la recherche de la formation de qualité. Voilà les instruments qu'il faut mettre en place dans nos pays pour éviter ces vagues de départ avec beaucoup d'humiliation. C'est pas seulement la Tunisie qui est le pays de ce côté à faire subir ce sort à nos frères. Il y a l'Algérie, c'est dans le conteneur on mettait nos frères. Voilà. Des compatriotes dans des conteneurs. On parle de la Tunisie. Oui, une dernière phrase. Il faut juste ajouter que ce que nous vivons aujourd'hui en Tunisie, ce n'est pas que dans un pays maghrébin que les Guinéens et d'autres Africains vivent de telle sorte. Quand vous allez en Angola, vous vous rendrez compte que on est tous noirs. Le Guinéen est noir, l'Angolais est noir, mais il y a aussi des problèmes à ce niveau. Chaque pays, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Côte d'Ivoire qui vient d'imposer un titre de séjour, cette fois-ci aux communautaires de la CEDEAO. Voilà. Les pays se protègent. Donc il y a ces problèmes. Chaque État, c'est de sa responsabilité de
d'assurer la sécurité, l'intégrité territoriale, du partage de la richesse intérieure. C'est important que ce soit traité. Parce que si nous abandonnons nos universités pour aller en Tunisie, c'est parce qu'on n'a pas investi dans l'éducation dans notre pays. Et ça valorise les autres universités. Ça valorise les autres universités. Donc, nous avons beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui sont à la maison. Il y a des universités qui demandent aux subsahariens de rester encore à la maison. Mais tu as vu cette offre d'emploi qu'on a commentée il y a quelques années ici. Oui. Le monsieur dit préférence pour des diplômes étrangers. Voilà. Carrément, en Guinée. En Guinée. Oui. Donc, il y a tout cela. Il faut aujourd'hui... Il a bien fait. Il a dit ça. Il a bien fait parce que l'État n'a pas fermé son entreprise et lui-même n'a pas répondu devant la loi. Il faut aujourd'hui que nos États se remettent en question. Que nos États acceptent de travailler pour retenir les citoyens à travailler dans le pays, que de toujours rêver aller juste à côté pour dire que c'est là-bas se trouve le bonheur. Sinon, comment un Guinéen, par exemple, peut dire que pour bien étudier, il faut que je parte au Sénégal. Pour bien étudier, il faut que je parte en Côte d'Ivoire. Alors qu'on peut bien investir en Guinée pour que même, parce qu'ils venaient chez nous, les Camerounais, ils venaient chez nous des Gabonais, ils venaient chez nous beaucoup d'autres nationalités pour étudier en Guinée et qu'aujourd'hui ce soit les Guinéens qui soient dans cette situation. Je crois que nos États, l'Union africaine doit aujourd'hui sévir, doit convoquer aujourd'hui tous les États subsahariens doivent aujourd'hui convoquer les ambassadeurs tunisiens dans leur pays pour des explications. Parce qu'on en a besoin. Ils sont dans nos pays, hein. Ils sont dans le BTP, ils sont dans l'import-export, ils sont dans la restauration, ils sont dans la santé, c'est bon les gars. Ils sont partout. Ce n'est pas un appel, à s'attaquer à leur. Non, ce que je veux dire, c'est que personne n'y gagnerait. Et d'ailleurs, ce qu'il faut ressortir, il n'y a pas de Guinéens qui aident d'entreprises qui grandissent en Tunisie. Les Guinéens cherchent des partenariats, ils viennent en Guinée. Et le gros morceau retourne en Tunisie. Même dans le domaine de la santé ici. Et le gros morceau retourne en Tunisie. Voilà. Donc, il n'y a pas la Guinée, par exemple, qui gagne mieux avec la Tunisie, mais c'est plutôt la Tunisie qui gagne mieux en travaillant avec la Guinée.